Europe 1 Soir, 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et on est toujours avec nos débatteurs de la première heure. Philippe Guibert, Jean-Claude Dacier, très en forme, malgré un réveillon de Noël. Justement, grâce au réveillon. Vous avez bien profité quand même, j'espère. Pas du tout, le réveillon, je l'ai passé sur l'antenne de CNews. Mince. Mais j'avais fait déjà le réveillon il y a 4 jours avec ma famille. Bon, très bien. Moi, j'ai bien profité. C'était bien, Philippe. parfait. Bon, on parlait là très rapidement, parce que je voudrais un petit peu vous faire réagir justement sur Noël, mais pour finir, juste sur cet aspect politique, vous lui donnez combien de temps à ce gouvernement? Parce qu'on a beaucoup parlé de Darmanin et Retailleau, mais enfin... Moi, bon, évidemment, c'est mal parti parce que l'opération avec le PS, à l'évidence, n'a pas marché pour l'instant. Mais je demande à ce qu'on reprenne la discussion à la mi-janvier, dans la mesure où il y a un congrès du PS qui peut d'abord faire bouger un peu les choses. Intéressant. Et d'autre part, je pense que la perspective de renverser non seulement le gouvernement, mais que la France n'ait pas de budget à horizon de fin février de l'année, est une perspective qui va quand même, au bout d'un moment, faire réfléchir. Vous avez l'impression que les gens réfléchissent, parce que moi, j'ai pas tellement cette impression. Non, enfin, attendez, à gauche et au RN, ça n'a pas l'air de réfléchir beaucoup, autrement que imaginer une motion de censure. Qu'ils réagissent fort et réfléchissent tout autant. Quant aux socialistes, dont parlait avec talent il y a un instant notre ami Guibert, je vais vous dire, ils vont se gratter avant de décider qu'ils retapent une nouvelle fois la censure, si tant est que LFI inaugure une espèce d'habitude. Oh, ça sera, c'est sûr. Ça, que le 14 janvier, il y a un discours de politique générale. Oui, mais enfin, si dans les 24 heures qui suivent, LFI dépose une motion de censure, ce sera le cas. Qu'est-ce que vont faire les socialistes? Olivier Faure a annoncé la couleur, Jean-Claude Dacier. Je pense Olivier Faure a annoncé un petit peu la couleur. Aucun engagement n'a été respecté. Motion de censure à l'horizon. Hein. Donc il va voter la censure? Plus exactement. Il a dit les conditions ne sont pas réunies pour un pacte de non-censure. Donc après, il réserve sa décision pour savoir s'il censurera. Il faudra déjà suspendre les retraites. Si 2 fois... Mais les retraites, c'est une folie de les supprimer. Eh ben oui, mais c'est ce que souhaitent. Vous me dites ça à moi, c'est les socialistes qui veulent la suspension. Si les socialistes revotent avec LFI la censure, d'abord, elle ne sera pas votée, ça suffira pas. Il faudrait que le RN la vote aussi. Mais il ne la votera pas, c'est même pas la peine. Ne rêvez pas, mon cher Guibert. Je ne rêve pas. Là, le Rassemblement National ne la votera pas. Bon. On se souviendra de ce 25 décembre 19h49 de votre déclaration, mon cher Jean-Claude Dacier. Notez tout ce que vous voulez. Je vous dis que le Rassemblement National ne votera pas la censure qui suivrait éventuellement... Et pourquoi il ne voterait pas la censure? Parce que Marine Le Pen a une date judiciaire dont dépend son avenir, qui est le 31 mars. D'ici là, je pense qu'elle va réfléchir. Ça peut jouer dans ce sens. Non, elle est remontée de la première censure, n'ont pas été aussi bonne qu'elle le dit et qu'on le pense. Je suis d'accord avec toi. Il y a quand même un gars RN dans les Ardennes qui a été battu et les sondages, faut pas les considérer comme la vérité absolue. C'est le mécontentement qui s'agrège autour d'un sondage en direction de la représentante, en l'occurrence, elle, la personne a priori la plus qualifiée pour prendre le pouvoir dans quelques semaines ou quelques mois. Donc, si les socialistes votent pour la seconde fois avec la France Insoumise, ça veut dire qu'ils vont faire un long bout de chemin ensemble. On privilégiera les intérêts électoraux. Oui, mais ont-ils le choix? Alors, on verra bien. Il y a un élément, je ne fais pas de pronostic là-dessus. Il y a un élément supplémentaire qui peut entrer dans la discussion et qui, à mon avis, va entrer dans la discussion, qui s'appelle le mode de scrutin. François Bayrou est un partisan de longue date de la proportionnelle. Et la proportionnelle est la clé. Le RN y était très favorable aussi. Et la proportionnelle est le moyen pour le PS de s'autonomiser de LFI. Parce que le scrutin majoritaire oblige la gauche à s'unir. En réalité, s'ils veulent avoir des élus. Avec un scrutin proportionnel, on l'a vu aux européennes, le PS peut obtenir un bon score, faire même plus que LFI. Il y a une majorité à l'Assemblée et au Sénat.
pour changer la loi électorale. C'est une simple loi à l'Assemblée nationale. Avec le risque d'augmenter l'instabilité tout de même. Non, je pense qu'au contraire. Je pense qu'au contraire, dans un système tripolaire, puisqu'on est sorti de la bipolarisation, on n'arrive pas à réfléchir. Pour le moment, on verra de ce qui se passera. Elle est très enracinée, la tripolarisation. Le seul moyen de trouver des coalitions est d'avoir une bonne dose de proportionnel. Et ça permettrait au PS de s'autonomiser de LFI et de ne pas avoir de veto du RN du tout là-dessus, au contraire. L'intérêt Donc je pense que c'est un élément pas forcément par l'intérêt du Parti socialiste. Non, mais l'intérêt de la stabilité du pays et du fonctionnement des institutions dans un système qui est plus celui qu'on a connu pendant 50 ans, Jean-Claude, suppose de réfléchir. Nous verrons, messieurs, nous verrons. Jamais c'est intéressant, que la proportionnelle soit une solution au problème que nous avons aujourd'hui. Alors, messieurs, aujourd'hui c'est Noël, parce que c'est vrai que Gérald Darmanin nous l'a fait un petit peu oublier. On a l'impression qu'on est déjà à la rentrée. Vous avez peut-être suivi la bénédiction du pape. Alors, le pape qui est toujours pas venu à Paris, n'est-ce pas ? C'est bien dommage. Ah oui, c'est vrai, vous le regrettez, Oui, j'ai l'impression qu'il a un drôle de rapport avec la France. T'as raison. Parce qu'il est venu en Corse, il a dit qu'il allait en Corse, qu'il préférait l'identité corse. Il est allé à Marseille, il dit je vais pas en France, je vais à Marseille. Mais ça vous étonne, Philippe Guibert, à votre avis, pourquoi il est allé en Corse plutôt qu'à Paris ? Je ne sais pas, parce qu'il a le sentiment que la France est un pays laïque, mais c'est pas un sentiment, c'est une réalité depuis beaucoup plus d'un siècle. Donc il ne découvre pas que la France est une république laïque, et c'est pas la république laïque n'a jamais empêché un catholique, ni un musulman, ni un juif de pratiquer sa religion comme il le souhaite. Donc je trouve que je regrette que le pape ne soit pas venu pour notamment la réouverture de Notre-Dame. Je trouve que sa place aurait été là. Et Jean-Claude Dacier, vous avez une idée est-ce qu'il y a des raisons cachées ? Oui, je pense qu'il n'apprécie pas qu'on ait voté pour le mariage gay ou des choses comme cela. Il n'apprécie pas, sans doute, je ne veux pas parler en son nom, mais il n'apprécie pas le virage sociétal, moderniste, qui semble s'imposer maintenant à chacun. C'est partout en Europe. Plus ou moins partout en Europe, pas partout tout de même, mais néanmoins, très bien. Néanmoins, je suis de l'avis de Philippe. Le pape aurait dû venir. Il y a aussi, franchement, l'Église des hommes s'est pas comportée au mieux depuis quelques dizaines d'années, pardonnez-moi. Donc quand on a cet aspect-là, gris voire noir, on essaie de mieux comprendre peut-être ce qui se passe dans tel ou tel pays. En tout cas, il y a la présence du pape a beaucoup manqué. Et il y a une vraie ferveur, c'est vrai, on le voit à Notre-Dame de Paris. C'est vrai que moi je me faisais la réflexion, on entendait très peu les chrétiens qui avaient un côté extrêmement discret, et là, il y a un coup de projecteur. Est-ce une renaissance. Oui. Ça vous a pas échappé ? Non, je m'a pas échappé. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Celle-là ne m'a pas échappé. Mais on est quand même globalement dans un phénomène de déchristianisation, hélas. Nous sommes une société multiculturelle, ça me soucie un peu, ça soucie beaucoup de gens, parce qu'elle apporte avec elle quelques inconvénients qu'on a du mal à gérer. Justement, il n'y a pas une forme de résistance, voire de résurgence en ce moment, à la faveur justement de cette réouverture de Notre-Dame, Philippe Guibert. Si vous aviez raison, ce serait formidable. Je pense que Notre-Dame a été un catalyseur, effectivement, de ce que vous appelez une sorte de fierté chrétienne retrouvée. C'est-à-dire qu'on puisse finalement affirmer qu'on est catholique. Ça, c'est incontestable. Ensuite, il y a une deuxième dimension qui est que la déchristianisation dont tu parles, elle n'est pas du tout liée à notre société multiculturelle. C'est pas les juifs et les musulmans qui sont responsables du fait que les enfants, personne n'a dit ça. Les enfants de catholiques, ou les petits-enfants d'une France catholique, se sont éloignés de la religion, de la pratique religieuse. Il y a quelques bâtons dans les roues. J'allais venir justement aux chrétiens d'Orient. Il y a quelques petits bâtons dans les roues quand même à être catholiques dans certaines régions du monde. Il y a les chrétiens d'Orient qui sont depuis de longue date et dans une certaine indifférence largement abandonnés notamment par l'Europe. Il y a un petit signe d'espoir quand même dans la situation catastrophique des chrétiens d'Orient. Oui. Il y a un petit signe d'espoir en Syrie. Vous trouvez ? Oui. Oui, je constate, je suis les informations sur la Syrie, et pour l'instant, eux qui étaient
souvent assimilés au régime d'Assad, parce que justement le régime d'Assad ayant la réputation un peu usurpée de les protéger par rapport notamment aux musulmans sunnites, eh bien pour l'instant il n'y a aucun élément de revanche quelconque contre les chrétiens d'Orient. C'est un petit peu ambigu, il y a des discours rassurants, mais on n'est pas sûr de ce qui se passe sur le terrain. Mais je vous propose justement d'écouter une analyse sur ce point. Ces derniers jours, malgré les signaux positifs qui ont pu être envoyés depuis la chute du régime et le début de l'offensive, il y a eu plusieurs actes isolés qui se sont multipliés. Des sapins de Noël qui ont été brûlés, des femmes chrétiennes à qui certains miliciens ont demandé de mettre le voile, certains hommes à qui on a demandé de retirer ou de cacher les croix. C'est ce type d'acte qui fait craindre aux chrétiens pour la suite. Le clergé chrétien a mis un point d'honneur à ouvrir les églises, à faire sonner les cloches, à mettre les sapins dehors, parce qu'ils l'ont toujours fait et qu'ils ont le droit de le faire. Et c'est important. Parce que d'abord, c'est pour redonner confiance à la communauté, montrer les chrétiens de Syrie sont originaires de cette terre, ils ont le droit d'y vivre comme les autres communautés, et que Noël est une fête, et qu'ils n'ont pas envie de le faire en cachette. Noël, c'est aussi ce symbole-là, et les chrétiens le savent dans leur cœur. Ouais, ça, c'était le responsable des projets de l'association l'œuvre d'Orient en Syrie. Bon, ça bat un petit peu en brèche votre optimisme, Philippe Guibert. Moi, j'ai vu des informations contraires, où l'évêque latin de telle ou telle ville... était pour l'instant très heureux. Précisément, il y avait... oui, parce que quand même, le régime d'Assad était tellement oppresseur qu'il était finalement aussi oppresseur des chrétiens. Oui. Et que le soi-disant protecteur n'était pas si protecteur que ça. Et donc, je remarque quand même, alors il peut y avoir des actes isolés, le témoignage, je ne le conteste pas, mais en tout cas, pour l'instant, on pouvait être très inquiet, en réalité, après la chute d'Assad, pour les chrétiens de Syrie, enfin les derniers. Pour l'instant... ce n'est pas la catastrophe. Et vous allez me dire, c'est une faible consolation. Oui. Le mot de la fin, Jean-Claude Dacier. Bon, pour l'instant, sur la Syrie, je mettrai un gros point d'interrogation, parce que je ne sais pas ce que l'islamisme modéré, paraît-il, n'existe pas. Non. Je le crois, en effet. Néanmoins, les relations entre l'islam et la chrétienté, dans la plupart des pays arabes, sont quand même quelque peu délicates ou difficiles, et ça se passe pas bien partout. N'oublions jamais quand même que ce sont les descendants des premiers chrétiens. Ouais. C'est quand même pas rien. Al-Jalouni n'a pas l'air d'être un parangon de tolérance, mais enfin bon, non, ma foi. Restons sur cette note optimiste. Des personnalités qui dérapent, mais enfin, que ce soit des chrétiens, des protestants, des maronites, il y a une communauté d'environ 15 millions de chrétiens d'obédience marquée, diverses, etc. On aurait plus intérêt à s'occuper d'eux qu'on ne le fait aujourd'hui. Merci et on aurait intérêt à s'occuper aussi des chrétiens d'Ukraine qui ont été bombardés le jour de Noël par l'orthodoxe Russie. Merci ce qui est profondément choquant. Absolument. Merci Philippe Guibert, merci Jean-Claude Dacier. Retrouvez Thomas Schnell de 11h à 13h jusqu'à vendredi pour vous donner la parole. Participez à cette émission en appelant le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Et puis Europe 1 vous rappellera, on se retrouve dans quelques instants avec notamment le journal de Rudy Sada.